Bonjour à tous, bonjour Philippe Vigier. Bonjour. Vous êtes le premier vice-président du groupe Modem à l'Assemblée nationale. Vous suivez plus particulièrement le dossier des retraites, on va en parler longuement tout à l'heure. Mais il y a d'abord les urgences, on l'évoquait dans le journal, auxquelles tentent de répondre le président et le gouvernement. Tout d'abord celle du monde de la santé. Le président Macron a annoncé toute une série de mesures hier lors d'un déplacement dans l'hôpital de Corbeil-Essonnes. Mais il n'a, on l'entendait, pas convaincu le monde médical. L'inquiétude demeure. Il y a toujours une grève qui est prévue la semaine prochaine, notamment. Comment l'expliquez-vous ? Écoutez, je crois que les annonces du président sont des annonces très fortes et qu'il a lancées parce qu'on voit bien que le monde de la santé était tellement en tension avec le Covid. Après, vous le savez, il y a eu le Ségur qui a constitué, me semble-t-il, un choc très important pour améliorer la situation des soignants. Les difficultés que l'on a à l'heure actuelle, vous le voyez, c'est les problèmes de l'accès aux soins sur le territoire, c'est les problèmes de l'attractivité des métiers de la santé, parce que malheureusement, on manque encore de professionnels de santé, on manque de temps disponible. Alors les annonces du président vont dans le bon sens pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il a redonné une perspective pour l'hôpital. Donc on voit bien que l'organisation ne correspond plus du tout à ce qu'il faut mettre en place. Est-ce qu'il faut revenir sur les 35 heures dont il considère qu'elles sont l'un des fléaux qui touchent l'hôpital ? Les 35 heures, vous vous en souvenez, ont été mis en place par Martine Aubry. Quel est le dernier secteur où on a appliqué les 35 heures ? C'est à l'hôpital. Parce qu'évidemment, c'était quelque chose qui n'était pas du tout projetable comme ça sur le terrain. Non, je reviens sur les annonces du président. Donner une perspective sur plusieurs années, mieux former, mieux rémunérer. Le Ségur, c'était j'ai envie de dire, c'était une première étape importante, mais pas suffisante. Et on voit bien qu'il y a une immense souffrance dans le monde de la santé. Les Français les ont applaudis tous les soirs à 20h. Ils ont fait ça avec une générosité formidable. Il faut aussi les écouter. Faire en sorte qu'on revalorise ces carrières. Alors, il y a des conventions médicales qui sont en discussion à l'heure actuelle, donc j'espère qu'elles pourront avancer. Et puis aussi, il faut faire de l'expérimentation. Vous voyez, dans mon département, l'Eure-et-Loir, qui est celui qui est le plus impacté de tous les départements de France, nous sommes en train, à la fois les élus, à la fois tous les services de l'État, à la fois tous les personnels soignants, de sortir un programme exceptionnel que nous remettrons d'ailleurs pas plus tard que la semaine prochaine à François Braun. Philippe Vigier, ce monde de la santé, vous en venez, puisque dans le civil, si j'ose dire, excusez-moi, vous êtes docteur en pharmacie, vous avez longtemps dirigé des laboratoires d'analyse médicale, et précisément ces labos, ils vont se mettre en grève lundi parce qu'ils considèrent qu'on n'a pas à les ponctionner pour les bénéfices qu'ils auraient faits à cause des tests Covid. Est-ce que vous êtes solidaire de votre profession ou du gouvernement qui a décidé cette participation exceptionnelle ? Premièrement, c'est une question, monsieur. Je réponds très librement, très directement. Premièrement, les labos, heureusement qu'ils étaient là pour faire les tests Covid. Ouais. Deuxièmement, il y a un maillage territorial considérable. En fait, il y a des labos de proximité, et ça, c'est la médecine de proximité. 3, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été gagné. J'ai fait une proposition au mois d'octobre. Donc, il faut qu'ils participent, oui. Oui, il faut qu'ils participent, mais la façon dont on propose qu'ils participent n'est pas une proposition juste. Je m'explique. Les fameux 250 millions qu'on veut enlever aux labos, on veut les enlever à tous les labos, les petits et les grands. Qu'ils aient fait les tests Covid ou qu'ils ne les aient pas fait. Ce sont ceux qui ont réalisé les tests Covid qui ont eu plus de profit. J'ai proposé d'ailleurs en liaison avec le syndicat des biologistes de France que l'on soit capable d'aller chercher de l'argent là où il y a eu des super profits, c'est les très gros labos qui ont fait ces tests. Parce que sinon, si vous faites un petit coup de lame de rasoir sur l'ensemble de la biologie médicale, vous perdrez de la proximité et on revient à votre question initiale de cette désertification médicale. Donc ça veut dire qu'il faut affiner cette proposition. Absolument. Et donc vous demandez aussi à vos collègues laborantins de ne pas se mettre en grève lundi, parce que pour l'instant c'est ce qui est prévu. Je porte aussi leur voix, ils le savent, et je continuerai de le faire. C'est le rôle du Modem. C'est le rôle du député d'abord que je suis, le rôle des centristes du Modem auquel j'appartiens bien sûr, de faire en sorte que nous soyons les plus justes possibles, parce que la solidarité oui, mais la justice est indispensable. Alors au groupe Modem, je le redis, vous êtes chargé, dans le jargon parlementaire on dit un whip, c'est un mot anglais pour dire que vous aiguillonnez en quelque sorte, vous menez la danse sur ce dossier des retraites, vous demandez à vos députés de vous coordonner. Et ce dossier, il arrive mardi, c'est-à-dire que mardi, on connaîtra le verdict, 64 ou 65 ans. Est-ce que vous le connaissez ? Est-ce que vous avez eu, vous parliez tout à l'heure des bonnes feuilles, les bonnes feuilles de la loi sur les retraites qui va être présentée au Parlement ? Non, au Modem, je fais partie d'une task force, enfin bref, d'un groupe de 4 députés qui ont vraiment en charge ce dossier, avec Nicolas Turquois, qui avait beaucoup travaillé, voilà, avec Estelle Follest. Non, mais vous ne voulez pas tirer la couverture à vous. Mais non, donc, mais absolument, est-ce que vous êtes au courant ? D'abord, c'est un travail collectif, et bien sûr, avec le président Mattei, tout ce que nous disons, les choses sont simples. D'abord, vous avez observé que François Bayrou a demandé un peu d'oxygène, un peu de temps qu'on puisse débattre. Je suis heureux qu'on ait quand même gagné 6 semaines. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Premièrement, est-ce que le système de retraite est juste ? Non, il ne l'est pas. Deuxièmement, est-ce qu'il est équilibré ? Contrairement à ce qu'on a entendu partout, il manque 34 milliards d'euros dans la caisse. Troisième chose, essentielle, c'est qu'à l'heure actuelle, et vous le savez comme moi, on vieillit plus.
Et donc, il y aura moins de cotisants pour le nombre de retraités. En 2030, c'est pas loin, 2030, il n'y aura plus que 1,7 cotisants pour un retraité. Donc, nous voulons, au Modem, nous voulons quoi? Premièrement, que les petites retraites, dont jamais aucun gouvernement s'est occupé. Vous savez, moi, je suis député depuis quelques années. Les socialistes qui nous expliquent qu'il faut s'occuper des petites retraites, que n'ont-ils fait? Nous proposons de le porter avec le président de la République à 1 200 €. Mais pas simplement pour les nouveaux entrants, pour ceux qui sont dans le fameux stock, ceux qui ont par exemple 58, 60 ans. Donc ça, il faut le faire dès maintenant, c'est ce qu'on appelle le stock. Et les actuels retraités, est-ce qu'il faut qu'ils passent également à 1 200 €? C'est une demande que n'a pas exclu d'accorder Elisabeth Borne. Absolument. En tout cas, c'est un des éléments que nous portons à la discussion avec Elisabeth Borne. J'ai vu d'ailleurs que les Républicains, par la voix de leur président de groupe Olivier Marleix, demandaient la même chose. Deuxième chose, en France, savez-vous que pour des carrières hachées, malheureusement, lorsque vous avez des accidents suite à la maladie, le chômage, vous n'avez votre retraite à taux plein qu'à 67 ans. Nous demandons de la ramener à 65. Et vous allez être entendu. Et vous allez être entendu. On va se bagarrer pour être entendu parce que nous voulons des mesures justes. Troisièmement, le taux d'emploi des seniors. Moi, je ne peux pas me satisfaire du fait qu'à 55 ans, on considère que vous êtes foutu dans l'entreprise, vous ne pouvez pas transmettre vos savoirs. Eh bien là, nous proposons un rendez-vous à 55 ans pour chaque Français dans une entreprise, de manière à ce que l'on puisse voir avec lui ce qu'il veut faire, ce qu'il veut cumuler, ce qu'il veut avancer. Avec beaucoup de fougue et d'ardeur, vous défendez une nouvelle fois ce projet. C'est ce que François Bayrou, vous le rappeliez, avait demandé, un effort de pédagogie, du temps pour expliquer aux Français, aux syndicats, ce qu'il y avait aussi de positif dans le texte que va annoncer le gouvernement. Mais les faits sont là. Il y a une unanimité syndicale, une majorité de Français qui est hostile à cette perspective. Vous croyez, qu'est-ce qui vous rend quand même optimiste et qui fait qu'à un moment il y aura un déclic selon vous? Eh bien, il faut expliquer les choses. Mais vous le faites, et vous l'avez fait depuis des semaines. Non, mais quand vous écoutez les émissions de télévision, vous écoutez la radio, on vous dit quoi? Retraite à 64, 65 ans d'abord. Ce ne sera pas cela qui sera retenu. Ce n'est pas 64 en 2023. Ça sera dans quelques années, de même façon que la réforme Touraine. Mais même cela, les Français n'en veulent pas. Mais parce écoutez, on est en phase de pédagogie. Moi, je dis aux Français, si vous travaillez un petit peu plus, les petites retraites, on règle le problème. Si vous travaillez un petit peu plus, les carrières hachées, on règle le problème. On ne peut pas verser des larmes de crocodile sur ceux qui sont les éclopés de la vie et de l'autre côté dire, moi, je ne veux pas bouger. Chacun doit faire un effort. C'est un message pour les plus jeunes aussi qui se sentent peu concernés. Vous savez, moi j'ai des grands question. enfants et ils me disent la retraite je l'aurai pas. Il faut faire passer ce message à la jeunesse que ce que nous sommes en train de faire, on rebâtit un système d'ailleurs dans l'esprit de 1945 de solidité en disant voilà, on a créé la sécurité sociale et c'est très redistributif. Donc à nous de faire de la pédagogie, mais il n'y a pas de place pour la démagogie. Et là j'insiste parce que la réforme Touraine, quand j'entends les socialistes qui veulent revenir à la retraite à 60 ans, mais elle est déjà à 62,6. Donc c'est un grand mensonge. Vous parlez de 1945, il y a eu 1983, lorsque François Mitterrand était président, la retraite à 60 ans précisément. Et vous y revenez, c'est un symbole. Enfin, aujourd'hui, elle est à 62 ans. Elle est à 62,6, mais qui, en particulier, a fait en sorte que l'on travaille plus longtemps? La réforme de Marisol Touraine, ministre de qui? De François Hollande, qui a travaillé avec qui? François Mitterrand. Sur la stratégie politique, est-ce que vous espérez, est-ce que, en tout cas, vous souhaitez que la droite, vous y apparteniez à une époque, vous prête main forte, que LR, les Républicains, votent avec vous pour qu'il n'y ait pas de 49-3 une nouvelle fois sur cette loi? Moi, j'ai toujours été centriste, KUDI, oui, de centre-droit. Je veux dire, sur un tel sujet, il faut naturellement dépasser les clivages politiques. Ouais. J'ai entendu des voix notamment chez les Républicains, mais franchement, les insoumis, les socialistes vont devoir assumer devant les Françaises et les Français qu'ils sont contre relever les petites retraites à 1100 ou 200 € ou traiter les carrières hachées. Ou par exemple la pénibilité dont nous n'avons pas parlé, le fameux compte pénibilité tel qu'il a été monté, il n'est pas efficace. Est-ce que oui ou non, on peut pas... Moi, ce que je dis à une aide-soignante qui nous écoute ce matin, on ne va pas lui demander de travailler jusqu'à 64 ans. On enlèvera un certain nombre d'années parce qu'on sait qu'il y a des métiers pénibles. Et ça, il faut le dire aux Français. Et ça, pour le moment, ils imaginent tous qu'ils seront dans le même moule. C'est pour ça que vous voyez qu'il faut faire cette œuvre de pédagogie. Il y a l'inquiétude sur les retraites, il y a l'inquiétude des soignants, il y a la colère des boulangers, mais qui a été, et des TPE qui a été en partie... En tout cas, une réponse a été apportée hier avec le plafonnement des prix de l'électricité. Pour les artisans, est-ce que vous sentez dans le pays, vous me le disiez lorsque nous préparions cette émission, une colère quand même qui monte, un mouvement qui pourrait ressembler à celui des Gilets jaunes il y a 4 ans? Il y a une immense colère. Je suis heureux qu'enfin hier soir, sur les boulangers, on ait pu trouver une solution. Il y a eu des boucliers qui ont été mis en place. Les partis de ceux, Gabriel Attal était venu à 2h du matin dans une boulangerie chez moi. Vous l'aviez senti? Absolument. J'ai vu chez l'entreprise qui m'a interpellé en disant « Mais les énergéticiens se sont mal comportés. »
C'est une forme de délinquance d'aller comme ça chercher des super profits sur le dos, soit des entreprises, soit sur le dos des Français. Donc, heureusement, le président de la République a sifflé la fin de la récréation et j'espère qu'il y a en tout cas s'il y a encore des trous dans la raquette. Je dis à tous ceux qui sont inquiets qu'on est là aussi pour trouver des solutions, pour avancer et les aider. Mais est-ce que ça suffira à apaiser cette colère que vous avez vous-même constatée dans votre circonscription? Absolument, c'est très difficile parce que quand vous avez des problèmes de mobilité chez moi, il n'y a pas des trains partout. Donc, vous prenez votre voiture. Donc évidemment, c'est anxiogène. Donc le fait qu'on ait, par exemple, mis des ristournes sur le carburant, c'est un élément très fort. Oui, j'entends toutes ces colères. En tout cas, nous, notre boulot, c'est de faire en sorte que ces colères, on essaye d'y répondre, d'apporter les solutions. Alors il faut être modeste. Il y a, je crois, beaucoup de choses qui ont été faites. Quand on voit le taux d'inflation en France, il est élevé, mais il est quand même mieux que les autres pays européens. Il faudra continuer d'être au plus près, d'être à l'écoute des Français, et nous le sommes. Merci beaucoup, Philippe Vigier, député MoDem, donc de l'Eure-et-Loir. On vous remercie et on vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. C'est la suite de Télématin. Merci.